Cette série de conférences a commencé il y a 4 ans avec une pièce mise en scène par John Bompard, un Dario Fo. Elle va prendre fin aujourd'hui avec également une pièce mise en scène par John Bompard, c'est ce Figaro. C'est dire si John Bompard occupe une place privilégiée pour moi, et je suis très heureux après la fine analyse que lui a consacrée Marie-Pierre Jonquin dans Le Temps, d'ajouter maintenant mon propre éloge, certes accentué un peu différemment, comme vous le montrera le titre que j'ai choisi, titre solercien un peu, Femme de Beaumarchais, c'est-à-dire précisément ce que John Bompard et ses merveilleuses actrices savent de façon aussi sensible mettre en valeur. Sensible, oui, c'est un mot clé au XVIIIe siècle et c'est peut-être ce qui caractérise très bien la mise en scène à laquelle vous allez assister ou que vous avez déjà vue. Un mot de Figaro d'abord. Dans l'imaginaire d'une nation, une figure peut en incarner l'esprit et devenir emblématique. L'art y tient sa partie au même titre que l'histoire. Après tout, la sentence fameuse prononcée par Figaro, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, a été mise en exergue par le journal le plus ancien, le quotidien le plus ancien de la presse française, qui avait été fondé en 1826 et qui a pris justement ce nom-là, Le Figaro. Donc La folle journée, c'est le titre, ou Le mariage de Figaro. C'est une pièce qui a été entreprise dès 1776 et qui fut achevée dans son premier état en 1778. Alors le comité de lecture de la Comédie Française l'accepte à l'unanimité. Nous sommes le 29 septembre 1781. La censure approuve l'œuvre. Les salons en parlent par avance. On attendait, c'était un événement annoncé depuis la préface du Barbier de Séville, évidemment qu'on attendait avec impatience. Et il y a eu plusieurs péripéties, il y a eu des ennuis judiciaires, la fameuse affaire Gossman, 4 mémoires rédigés par Beaumarchais qui faisaient appel à l'opinion publique. Enfin, le succès du Barbier de Séville est un succès triomphal le 26 février 1775. Seulement voilà, le Louis XV meurt en 1775 et le nouveau roi, Louis XVI, était un peu agacé par un Beaumarchais plutôt entreprenant qui s'employait depuis 1778 justement à tout faire pour éditer les œuvres complètes de Voltaire, lequel était mort le 30 mai, et à la grande fureur du parti dévot. Et il avait de surcroît, en 1776, réussi à pousser le roi, Louis XVI lui-même, à intervenir en Amérique. C'est devenu la cause de la vie de Beaumarchais, la cause des insurgents en Amérique. Et puis la reine Marie-Antoinette l'aimait bien. Enfin, bref, le roi, Louis XVI, veut voir d'un peu plus près ce qu'il en est. Il exige que la reine et lui-même puisse assister à une lecture privée de la pièce dans son cabinet. Alors, la première femme de chambre de la reine, Madame Campan, va se mettre à lire à voix haute la pièce et elle a rapporté ce qui a été alors la réaction du roi, furieux. C'est détestable. Cela ne sera jamais joué. Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de cette pièce ne fut pas une inconséquence dangereuse. Cet homme déjoue tout ce qu'il faut respecter dans un gouvernement. Bon, alors que fait Beaumarchais ? Il multiplie les lectures privées dans les salons aristocratiques. L'impératrice de Russie, Catherine II, souhaite connaître la pièce. Son fils, le futur Paul Ier, qui est à Paris, se fait lire la pièce. La reine et le comte d'Artois, le futur Charles X, font tout pour fléchir le roi, lequel venait d'interdire justement une représentation privée en juin 83 dans la salle des menus plaisirs. Et puis finalement, le roi cède. Et le 26 septembre 1783, la pièce est jouée privément au château de Gennevilliers, chez le comte de Vaudreuil, par les comédiens du Français. Il
faudra encore un passage par un 6e censeur. Et enfin, le 27 avril 1784, la folle journée est jouée en ville, publiquement, sur la scène de la Comédie Française, dans le théâtre du Luxembourg, qui a été inauguré en 83 par Marie-Antoinette et qui avait remplacé la salle des machines des Tuileries. Bon, Mademoiselle Contat, qui était la maîtresse du comte d'Artois, le futur Charles X, va jouer Suzanne. Beaumarchais a alors 52 ans, il était né en 1732, et il connaît là son plus grand triomphe. Ça n'empêche que les polémiques se succèdent, les libelles sont publiées, Beaumarchais, énervé, rédige sa fameuse préface en mars 85, et de nouveau le roi se fâche. En s'imaginant visé par une allusion déplaisante, il envoie une lettre de cachet, le 7 mars 1785, qui, tout simplement, envoie Beaumarchais au cachot à Saint-Lazare. Alors, Saint-Lazare, c'est la prison des fils de famille dévoyés et des prostituées. Alors, Paris commence à en rire, d'abord, puis s'indigne du scandale de l'arbitraire. Le roi, bien sûr, cède, fait libérer les prisonniers 5 jours plus tard, et on donna alors à la cour le barbier, la reine en personne jouait Rosine, l'amende honorable de la royauté était encore un coup porté à l'Ancien Régime. Et c'est là ce qu'incarne Beaumarchais. C'est pour ça que je vous racontais un peu ces aléas de la première représentation du mariage de Figaro. Ce qu'il incarne, c'est la liberté de l'individu face à l'arbitraire de l'autorité royale, face aux privilèges de la naissance. Il se bat pour la reconnaissance du mérite personnel et l'égalité juridique. Il se bat pour la liberté de penser, d'entreprendre, d'aimer, de jouer. Il se bat pour la valeur individuelle. Et déjà une dizaine d'années auparavant, lorsqu'il avait rédigé en 1774 son fameux factum ou son mémoire contre le juge Gusman, que vous retrouverez d'ailleurs dans la pièce sous le nom rabelaisien du juge Don Gusman Bridoison, il a invoqué à ce moment-là un mot qui a fait rupture. L'acte civil, disait-il, sur lequel est appuyé l'état du citoyen. C'est ce mot qu'il introduit. Le mot de citoyen qui est l'antithèse du mot de sujet, c'est-à-dire quelque chose de mineur, le sujet d'une monarchie incapable de reconnaître les droits et les devoirs des individus. Eh bien, à la fin de sa vie, il va mourir en 1799, il se réclamera de ce mot qu'il avait écrit déjà, le premier, en 1774. C'est une lettre qu'il adresse à sa fille Amélie Eugénie, qui était née en 1777, je ne vous épargne rien, et il dit ceci, lui qui avait échappé au massacre de septembre en 92 à Paris. Alors, écrit-il à sa fille, alors il sera doux pour nous de rappeler à mes concitoyens d'aujourd'hui que je suis le premier qui ait pris hautement à la tête de ces écrits, pour unique titre d'honneur, il y a 18 ou 19 ans, celui de citoyen français. Quand je mis la gloire de ma vie à concourir de toutes mes forces à la liberté d'un grand peuple, et quand il n'y avait que des courtisans, des valets à Versailles, de très nuls bourgeois à Paris et des esclaves dans tout le royaume. Bon. À ces accents, il n'y a aucun doute à avoir ce qu'on appelait le véritable Figaro, celui qui revendique pour lui-même et pour le tiers-État que son personnage représente les droits à l'existence et au bonheur, cette idée neuve en Europe, le bonheur. Le véritable Figaro, c'est Beaumarchais lui-même. Parfois, ses ennemis réduisaient ça aux initiales, VF, le véritable Figaro. C'était le diable, n'est-ce pas ? C'était le nom par lequel on le désignait. Et il ne se fait pas faute de le rappeler justement dans cette fameuse préface au mariage de Figaro de 1785, cette préface qui lui valut le cachot quand Louis XVI avait cru que les lions et les tigres qu'avait su vaincre Beaumarchais le désignaient lui-même. Il disait ceci, qu'au grand seigneur, il résume la pièce, au grand seigneur de ce temps-là, supposé évidemment lointain,
coupable amant, même un peu libertin, à peu près comme les autres seigneurs de ce temps-là, c'est le in illo tempore, j'ai gaiement opposé l'homme le plus dégourdi de sa nation, le véritable Figaro, qui, tout en défendant Suzanne, se moque des projets de son maître et s'indigne très plaisamment. Là, tous les mots sont importants, n'est-ce pas? Bien sûr, il fait rire des visées, des menées indignes, des abus des grands seigneurs, mais en même temps, il y a cette indignation, à l'arrière-plan, indignation réelle ici. Et puis il enchérit. Ainsi, d'une lutte assez vive entre l'abus de la puissance, l'oubli des principes, la prodigalité, l'occasion, tout ce que la séduction, la pièce aussi c'est l'époux suborneur, tout ce que la séduction a de plus entraînant, d'une part, et le feu, les ressources que l'infériorité piquée au jeu peut opposer à cette attaque, il naît dans ma pièce un jeu plaisant d'intrigue où l'époux suborneur, contrarié, lassé, toujours arrêté dans ses vues, est obligé 3 fois dans cette journée de tomber aux pieds de sa femme qui, bonne, indulgente et sensible, finit par lui pardonner. Notez bien, n'est-ce pas, déjà, l'abus de la puissance et les ressources que l'infériorité peut opposer à cette attaque. C'est Beaumarchais, à la suite de Diderot, met en scène les conditions sociales. Il montre des êtres humains pleinement, mais dans leur situation sociale. C'est donc une moralité, il y a une visée morale et une donnée sensible qui apparente cette comédie à, au fond, ce qui était dans le sillage de Diderot, le drame bourgeois, et Beaumarchais en a écrit 2 de drames bourgeois, entre autres, n'est-ce pas, Eugénie, et puis la dernière pièce qui est La mère coupable, qui sera à la fin de la trilogie des Almaviva. Nous sommes dans la France des Lumières, mais Beaumarchais fait encore un pas de plus. Je le cite encore dans cette préface. « C'est qu'un seigneur assez vicieux pour vouloir prostituer, il y a à la fois l'argent et le pouvoir, pour vouloir prostituer à ses caprices tout ce qui lui est subordonné, pour se jouer dans ses domaines de la pudicité de toutes ses jeunes vassales, doit finir, comme celui-ci, par être la risée de ses valets. » Il y a donc bien là un affrontement de conditions sociales. Le maître, celui qui cumule les comportements vicieux, devient la risée du valet, qui lui a l'honnêteté, l'humanité, la sensibilité et la gaieté de son côté. Et c'est dans cet esprit qu'un bon nombre de répliques font mouche, avec beaucoup d'insolence, dans le mariage de Figaro. Reprenez la fameuse entrevue à l'acte 3, scène 5, entre le comte et Figaro. Tout le monde a bien vu que cette scène n'avance en rien l'action. Mais elle campe le personnage de Figaro dans toute sa dignité d'être humain et d'être libre. Par exemple, le comte lui dit « Les domestiques ici sont plus longs à s'habiller que les maîtres. » Et Figaro répond « C'est qu'ils n'ont point de valet pour les y aider. » Puis le comte devient un peu insultant. « Combien la comtesse a-t-elle donné pour cette belle association ?» Et Figaro, du tac au tac, est très chatouilleux sur ce respect de soi-même et le sentiment de sa valeur personnelle. Il lui répond « Combien me donnâtes-vous pour la tirer des mains du docteur ?» Allusion au pavé de Séville. « Tenez, monseigneur, n'humilions pas l'homme qui nous sert, crainte d'en faire un mauvais valet. » Puis le comte rétorque encore qu'il a une réputation bien détestable. Et Figaro, « Et si je vaux mieux qu'elle ? Y a-t-il beaucoup de seigneurs qui puissent en dire autant ?» Et même dans une variante du manuscrit de la Bibliothèque nationale, Figaro se permet même d'imaginer ce que la comtesse bafouée aurait dû faire, bafouée par tous ces petits bâtards paysans que le comte, qui écumait les environs, a produit. Eh bien, ce qu'elle aurait dû faire, c'est un beau, gros, noble enfant légitime, et puis cherche. Insolent, s'écrie alors le comte en colère. Ça continue, cette fois en visant la justice.
Le comte dit par exemple, au tribunal, le magistrat ne voit plus que la loi. Et Figaro, indulgente aux grands, dure aux petits. Et dans le manuscrit de la BN encore, il attaque même le monde militaire. Pour le vol d'un bracelet, un soldat est pendu, mais pour se remplir la poche, le général est censé avoir fait une noble action. Et puis Suzanne n'est pas en reste. Cette réplique extraordinaire lorsque la comtesse se dit incommodée, elle lui dit « Est-ce que les femmes de mon état ont des vapeurs donc ? C'est un mal de condition qu'on ne prend que dans les boudoirs. » Et Marceline, nous y reviendrons à Marceline. Lorsque Bridoison est en train donc de commencer le procès, et alors elle lui dit « Mais c'est vous qui nous jugerez ?» Elle est totalement effarée par la nullité du Bridoison en question. Et Bridoison rétorque « Mais est-ce que j'ai acheté ma charge pour autre chose ?» Marceline, en soupirant, « C'est un grand abus que de les vendre. » Et de nouveau Figaro. Figaro, lorsque, au seuil de la péripétie de sa reconnaissance, comme enfant trouvé, volé, etc., par ses parents, reconnu par ses parents, on lui pose la question, pour le procès, de son nom de baptême. « Figaro, quel est votre nom de baptême ?» Et il répond « Anonyme. » « Quel patron est-ce là ?» demande le juge un peu interloqué. Et le greffier note tout simplement, donc contre, Marceline dit ça, contre Anonyme Figaro. Qualité. Et il répond gentilhomme. Le comte effaré encore, il dit comment ça gentilhomme ? Vous êtes gentilhomme ? Et Figaro lui répond si le ciel l'eût voulu, je serais le fils d'un prince. Donc toujours le mérite personnel qui est ici opposé à la naissance, laquelle n'est donc que le fait du hasard. Je dirais qu'à cet égard, Figaro va retourner avec beaucoup de Beaumarchais va retourner avec beaucoup de brio le dénouement conventionnel que l'on a dans le thème de l'enfant trouvé qui finalement se révèle être toujours le fils d'un prince. Et il dit au final, en dépit des langes à dentelle, des tapis brodés et autres joyaux d'or qu'on avait trouvés sur le petit Figaro enfant, lorsqu'il a été enlevé par des bohémiens à sa naissance, eh bien, au final, ce n'est pas une haute naissance qui se révèle. Ce n'est pas des nobles parents. Il est tout simplement le fils de ce bon bourgeois enrichi de docteur Bartholo, et de la femme de charge, c'est-à-dire la sous-intendante du château, Marceline, celle qui est chargée du soin de la vaisselle et du linge au château. Donc, il a une ascendance toute plébéienne. Et c'est un retournement ironique, mais ô combien significatif, du procédé traditionnel, du happening de la comédie. Il revendique, oui, je suis un plébéien. Lui dont pourtant on dit, et peut-être est-ce vrai, qu'il était, du fait de son obsession toujours d'avoir le titre de noble, qu'il était peut-être le fils de son protecteur, ici le prince de Conti. Mais il y aurait encore autre chose à dire, sur lequel là, on a beaucoup écrit sur Figaro, je ne vous dis pas des choses très originales aujourd'hui, mais il y a quand même une chose que je n'ai trouvée nulle part. Personne ne s'est arrêté sur le prénom de Figaro. Marceline le révèle, en baptême, il a été appelé Emmanuel. Un bon protestant d'origine comme Beaumarchais connaît sa Bible. Le prénom biblique de l'enfant Jésus, c'est Emmanuel. Dieu est avec nous. Ça se trouve dans Isaïe 7, 14. C'est comme ça qu'Isaïe avait désigné le Messie ou le Sauveur promis au monde. Ça n'a l'air de rien, mais après tout, à la veille de la Révolution, ça vous fait de Figaro un petit air de Messie de la Révolution, de connotant un sauveur, un émancipateur de la nation française. Le nom même de Figaro vient ici en un contraste moqueur avec Emmanuel. Emmanuel, Figaro. Oui, Emmanuel, c'est Jésus. Et Figaro, c'est quoi ? Ça a une petite connotation italienne ou espagnole, Figaro ou le Picaro. Alors on a dit aussi que Figaro, c'était le fils Caro, parce qu'il s'appelait Caron, son père. Et comme on ne prononce pas le S, on dit le Ficaro. Donc le Ficaro, c'est le Figaro, c'est donc le fils de Caron, qui a été donc le père de l'horloger, père de Beaumarchais. Mais, donc c'est vrai, il y a du Picaro dans Figaro.
le Picaro, c'est le personnage, vous savez, qu'on oppose dans le roman dit picaresque espagnol, qu'on oppose à l'Hidalgo. L'Hidalgo, c'est le grand seigneur. Le Picaro, c'est le misérable, c'est le rusé, le futé, le marginal qui parcourt les chemins. Mais il y a aussi une autre connotation dans le nom de Figaro. Et d'ailleurs, on trouve parfois des versions où c'est écrit Figaro, avec F-I-G-U-A-R-O. Il y a le mot figa, la figue, qu'on trouve chez La Fontaine, fable 2, livre 2, 5. Le mot figa, la figue, dans la langue classique, ça signifie se moquer de. Faire la figue à quelqu'un, c'est se moquer de lui. C'est un mot, Figaro, qui donc comporte la moquerie, mais qui aussi comporte le mot de figure, la figura. Lorsque Marceline, à l'acte 3, scène 19, fait à Bartholo l'éloge de ce fils que Bartholo ne veut surtout pas avouer, elle dit « il a de l'esprit, des talents, de la figure », et c'est aussitôt Figaro qui parle aussitôt après, et qui dit à ce moment-là, et qui ne vous a pas coûté 100 oboles. Oui, les 100 écus dont s'étouffe Bartholo au souvenir de Séville. Oui, Figaro. Figaro, cet Emmanuel, ce Messie sauveur qui se moque des puissants, qui leur fait la figue, a décidément belle figure. Il a de la prestance. Rappelez-vous sa description dans Le Barbier qui est reprise dans Le mariage de Figaro. Son vêtement n'est pas sans élégance. Il est en habit de maro. Maro en espagnol, c'est le jeune élégant. Le mot a gardé ce sens de joli en espagnol, ou de sympathique. Mais l'audace de Beaumarchais va encore plus loin que l'insolence du valet face à son maître. Plus loin que de faire du maître la simple risée de ses valets, ce qui n'est quand même pas si mal. L'homme qui n'avait pas craint, dans la fameuse affaire Gozman, celle qui avait retardé d'autant d'années la représentation du Barbier de Séville, et l'homme qui n'avait pas craint, c'était là une idée neuve, de révolutionnaire, de faire appel au peuple, à l'opinion publique. Il écrit des mémoires et il fait connaître à tout le monde ce qui se passe dans la justice. Il publie ses mémoires publiques. Il fait donc appel à cette force dont il a ressenti très tôt l'importance, dont il a eu l'intuition. Et il stigmatisait avec verve, avec pittoresque, les mœurs du nouveau Parlement Maupeou. Et donc Louis XVI sera obligé de reculer, de venir en arrière, d'abandonner la réforme Maupeou, ce qui a été là encore un des coups les plus rudes portés à l'Ancien Régime. Eh bien cet homme d'initiative, d'audace, va mettre en scène, c'est Beaumarchais, va mettre en scène, je dirais ici, son alter ego Figaro, à l'acte 5, sous le coup du désespoir, de la jalousie, de la colère, face au déni du droit et de bonheur que lui oppose un grand seigneur, un puissant suborneur, un puissant vicieux qui utilise l'argent et la séduction pour abuser du droit de cuissage. Alors on le voit de nuit en train de rassembler des conspirateurs. Ils ont des airs de conspirateurs. Déjà au premier acte, il avait rassemblé, dans une atmosphère cette fois de fête galante, il avait rassemblé ses alliés. Beaucoup de valets, je cite, beaucoup de valets paysannes, paysans, sur scène, pour arracher au comte, avec l'aide de la comtesse, la promesse de la cérémonie de mariage. Mais au dernier acte, et je cite là encore la didascalie, il fait monter sur scène sa troupe de valets et de travailleurs. Il fait monter sur scène valets et travailleurs pour faire pièce au mené du comte. Et un critique de la Sorbonne, d'autrefois, qui n'était pas un révolutionnaire, faisait remarquer à ce sujet, j'ai retrouvé la citation, « Figaro n'est plus un frondeur, mais déjà un révolutionnaire moderne. Il organise des actions de masse en faisant faire pression sur le seigneur par des vassaux coalisés. » Et ça, c'était d'une hardiesse lourde de conséquences. Alors, ça n'apparaîtra pas dans la pièce, dans la mise en scène de Montmartre, mais c'est son choix. Et il a parfaitement le droit
d'adopter une mise en scène pour cette scène de conspiration. Au lieu de faire monter les paysans avec les fourches, si je puis dire, il prend une mise en scène poétique, plus intimiste. Il en a le droit en fonction de notre sensibilité moderne, adapter la pièce, au fond, à notre époque. Pourquoi pas? À la scène 14 de l'acte 5, le comte, ivre de fureur, ivre de vengeance, à l'idée qu'un homme est en train de courtiser nuitamment la comtesse, et qu'il croit cachée avec elle dans un des pavillons, les fait sortir tous, un à un. Et puis, excédé, il dit ici à son paysan, à son jardinier, « Entrez-y, Antonio, conduit devant son juge, l'infâme qui m'a déshonoré. » Et alors, Bridoison met les pieds dans le plat. « C'est madame que vous y cherchez, l'infâme qui m'a déshonoré. » Et Antonio dit à ce moment-là, « Il y a par rien une bonne providence, vous en avez tant fait dans le pays. » Dans le manuscrit du Fonds Beaumarchais, cité par Lintillac, qui estimait que c'était là la plus grande audace de la pièce, que Beaumarchais va d'ailleurs ici supprimer. On entend dans ce manuscrit, ici la variante qui était prévue, on entend ceci, tous les paysans, l'un après l'autre, d'un ton bas et comme un murmure général, il a raison, bien fait, c'est juste, il a raison, etc., etc. C'est déjà le peuple en marche sur Versailles. Et Danton avait vu juste, vous ne pouvez pas méconnaître cet aspect de la pièce de Beaumarchais. Figaro a tué la noblesse. À n'en pas douter, le long monologue de la scène 3 de l'acte 5, dont la version finale a été condensée, écartant toutes les références aux institutions françaises, y compris à la Bastille, qui est mentionnée dans le fameux manuscrit d'Intilliac, avant que la scène ne soit déplacée du côté de Séville pour ne pas trop irriter le roi. Ce long monologue est certainement celui où se rejoignent ce que j'appellerais les vies parallèles de Beaumarchais et de Figaro. Parce que Beaumarchais aussi a touché à tout, comme Figaro, auquel le comte accordait au tout début ses 3 titres, amoureux, poète et musicien. De son propre aveu de Beaumarchais, il se délasse des affaires avec les belles lettres, la belle musique et quelquefois les belles femmes. Qu'est-ce qu'il a été, Beaumarchais? Il a été maître horloger, musicien, compositeur et harpiste, commerçant, juge, financier, intermédiaire en tout genre, forestier, plaideur passionné, agent diplomatique, officieux ou secret, espion, défenseur des intérêts professionnels des auteurs dramatiques, c'est lui qui a créé la Société des auteurs, armateur, fournisseur aux armées de la Révolution française, mais aussi des insurgés américains, éditeur des œuvres complètes de Voltaire. Et pendant tout ça, toute cette vie, qui est un véritable roman, il n'a cessé d'écrire. Tout au long de cette vie mouvementée, à ce point haute en couleur et en audace, il y a eu, si on tient compte des premières tentatives sur les théâtres privés, les parades, et les projets nouveaux après sa dernière pièce, il y a eu 38 ans d'activité théâtrale, dont 25 ans entre la première représentation publique de sa première pièce et la dernière. La première, c'était Eugénie, en 1767, et la dernière, c'était La mère coupable, c'est-à-dire la comtesse, c'est Rosine qui a eu un enfant de Chérubin, en février 1791. Et c'est toute l'histoire de Figaro et des Almaviva qui se joue dans une trilogie, Le Barbier de Séville, février 1775, Le Comte jeune amoureux, la tradition classique des comédies, Le Mariage de Figaro, qui est la pièce révolutionnaire, en 1784, et La mère coupable, en février 91, qui est alors là réellement la grande pièce, le grand drame, ici à la défense des femmes. Comme le disait Suzanne de Figaro, de l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère, et c'est exactement ainsi que se trouvait également Beaumarchais. Alors à partir de là, on peut réentendre l'écho qu'avait le monologue de Figaro par rapport à la vie de Beaumarchais, et Bompard
insiste beaucoup ce passage-là, lui donne toute sa résonance. Ô bizarre suite d'événements. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Mais le récit est en même temps traversé par une colère sourde, cette revendication du mérite personnel en face de la naissance. Il y a du drame dans l'air. Quand il dit, par exemple, « Pourquoi ces choses et non pas d'autres ?» C'est la question rousseauiste par excellence. Le monde aurait pu être autrement. Il n'y a pas ici de légitimité divine, il n'y a pas d'ordre divin installé depuis toujours. Les choses auraient pu être autrement. Et il dit, « Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire, tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? Oui, ce fils dont ne sait pas qui, cet enfant volé, partout repoussé. Il a été barbier, chirurgien, auteur dramatique, économiste écrivant sur les théories du physiocrate Quesnay, journaliste payé à la feuille, de nouveau barbier, valet de chambre du comte à Séville. Il a repris sa trousse, sa plume, les deux à la fois, avec pour lui la conscience de sa valeur, sa liberté de parole, sa gaieté inaliénable, sa dignité d'homme qu'on ne peut bafouer. Et il revenait à Bridoison, dans la première version de la pièce, de dire au comte, qui soupçonnait une infidélité de sa femme avec Figaro, on sait bien que ce n'est qu'un valet, mais tout homme est sensible, aussi bien le comte que Figaro. Et lorsque Figaro, jouant ici de l'équivoque, du quiproquo entre Suzanne et la comtesse, laisse entendre, sans rien dévoiler au comte, que oui, la dame qui est là, la femme qui se trouve dans le pavillon, lui a donné, il se trouve qu'un grand seigneur l'a courtisée, mais elle lui a donné à lui la préférence. Elle a donc préféré, du point de vue de l'amour, tous les hommes étaient égaux, n'est-ce pas, aussi bien le comte que Figaro. C'est cette égalité qui est revendiquée pour tout homme d'avoir droit au bonheur, de ressentir également les choses qui ont trait ici à l'amour et à la nature d'homme. Et quand il succombe à son tour à un accès de jalousie, il va se justifier en ces termes auprès de sa mère. « Ô ma mère !» Parce qu'elle dit, cette philosophie imperturbable qui était la vôtre, qui était la tienne, la jalousie, je ne connais pas, etc. Et premier avatar, hop, ça y est, le voilà fou de jalousie. Et il répond, « Ô ma mère, on parle comme on sent. » Toujours cette sensibilité qui est ici, on peut dire, la pierre de touche de l'homme du XVIIIe. Bien sûr, il a manqué de jugement, il le reconnaît. Mais il dit, il fallait bien accorder quelque chose à la nature. On en vaut mieux après. Bon, il a comme ça explosé, il a été jaloux, il comprend ici la sottise, mais néanmoins, il se sent mieux après cela. C'est une idée chère au XVIIIe, être sensible. La nature, c'est la même pour tout homme. Cette égalité n'est pas liée aux conditions sociales. Elle fait la dignité de chacun. Elle fait son droit égal au bonheur. Et on imagine bien la blessure qui était celle de Beaumarchais quand quelques seigneurs, un jour stigmatisés dans la conduite et l'impudence de Beaumarchais, je cite, « l'insolence d'un laquais parvenu ou d'un garçon horloger qui, par hasard, aurait trouvé le perpétuel. » Oui, parce qu'il avait trouvé le double mouvement d'échappement pour les montres. Et déjà, il se croit grand seigneur. Voilà comment un grand seigneur parlait de Beaumarchais. Ce déni est une humiliation contre laquelle tout son être se dresse en un défi. Et ce défi, à travers le mariage de Figaro, c'est celui qui a ruiné les fondements de l'Ancien Régime. Rappelez-vous toujours
Ici, la remarque de Danton. Seulement voilà, en nous concentrant ainsi sur Figaro-Beaumarchais ou Beaumarchais-Figaro, nous négligeons un fait central. C'est qu'à la différence du Barbier de Séville, ici, dans le mariage de Figaro, notre maître en intrigue est totalement dépassé par les événements. Il en est plutôt le jouet que l'acteur. Suzanne lui dit d'ailleurs à l'acte 4, « Aucune des choses que tu avais disposées, que nous attendions, mon ami, n'est pourtant arrivée. » Lui, le maître en intrigue. Alors il le reconnaît. « Oh, le hasard a mieux fait que nous tous, ma petite. Ainsi va le monde. » Oui. Un critique du 19e, en 1871, l'avait souligné. Figaro a l'air de tout mener et de tout faire, tandis qu'en réalité, il ne fait rien. La vérité, c'est que du Barbier de Séville jusqu'au mariage de Figaro, l'accent, l'intérêt se sont déplacés. Du Scapin, du valet industrieux, insidieux meneur de jeu qui tend des pièges, ça s'est déplacé de ce personnage de comédie aux figures féminines qui s'entendent entre elles et dont la complicité dénoue la pièce. D'où le titre de cette conférence que je vous faisais, « Femme de Beaumarchais ». L'ami fidèle, le plus fidèle des amis de Beaumarchais, qui était lui aussi fils d'un horloger protestant, Gudin de la Brennellerie, l'a avoué. Je le cite. Toutes ses pièces, même son opéra, parce qu'il a écrit un opéra qui s'appelle Tarare, toutes ses pièces, même son opéra, sont des plaidoyers en faveur des femmes. Donc notre étourdi de Figaro, le meneur de jeu qui devient le jouet des événements, a perdu la main. Notez également que, je vais revenir sur cet échec de Figaro, ce n'est pas un hasard si après l'acte 2, qui est tout entier focalisé sur la figure de l'amour, autour de Chérubino di Amore, l'acte 3, après donc l'accent mis sur l'amour, l'acte 3, lui, est tout entier focalisé sur la justice, avec la mise en scène d'un procès en bonne et due forme, la forme, comme dit Bridoison. Et Suzanne, qui est complice de la comtesse, vient d'enjôler le comte et elle glisse à Figaro au passage « Tu viens de gagner ton procès ». Manque de chance, l'indiscrétion est saisie au vol par le comte et ça lui fait dire juste avant le procès « Oh mes chers insolents, je vous punirai de façon... un bon arrêt bien juste. » Vous voyez ce que c'est que la justice? C'est ça la justice. Tout entière au service de la vengeance personnelle, de l'arbitraire d'un pouvoir unique. Comment mieux faire ressortir que l'appareil d'État est alors tout simplement au service de la classe dominante et que la justice est ainsi l'iniquité même. Du coup, Figaro devient une victime de l'arbitraire seigneurial, sous les dehors de la loi. Alors il s'en sort, bien sûr, par hasard, par un deus ex machina, par le hasard d'une reconnaissance de son origine. Et je dirais que l'émotion qui alors l'étreint, et ça, cet aspect d'émotion sont des choses que John Bompard a très bien su faire ressortir dans sa pièce. L'émotion qui l'étreint en même temps que sa mère Marceline, qui rompt ainsi avec le mythe de l'enfant trouvé de noble origine, qui fait de lui un plébéien, un roturier qui ne doit, au fond, sa survie qu'à son mérite personnel. Eh bien, cette émotion le fait accéder au rang d'homme sensible, d'homme libre. Et c'est pourquoi l'échec de Figaro, son échec en tant que valet capable de toutes les intrigues, en tant que meneur d'intrigues, se mettre en piège ou en intrigue, cet échec accomplit sa transformation en un héros national. Il faut que Figaro échoue pour qu'il réussisse sur le plan du symbole ici, et d'être ce qu'il représente jusqu'à devenir le titre même d'un quotidien célèbre. Justement, dans cette dimension nouvelle du bonheur qu'il revendique, ce sont trois femmes. J'y viens à ces trois femmes.
leurs drames personnels ainsi que leurs émotions, qui en donnent la vraie mesure et qui en révèlent les enjeux. Suzanne, Marceline, Rosine, tout pourrait les opposer. La différence de conditions sociales, soubrette et grande dame, la rivalité d'âge, la vieille, la jeune, la rivalité de cœur, il y en a deux qui sont amoureuses du même. Tout ça aurait pu les opposer. Et pourtant, elles font alliance. Une alliance, je dirais, de femmes sœurs qui déjouent et moquent avec succès les maîtres et seigneurs et les maris jaloux. Le vrai moteur de l'action dans le mariage de Figaro, ce n'est pas Figaro, c'est la complicité des femmes. Et c'est le sens de ce cri du cœur que pousse Marceline à l'acte 4, à la scène 16. « Ah, dit-elle, quand l'intérêt personnel ne nous arme pas les unes contre les autres, nous sommes toutes portées à soutenir notre pauvre sexe opprimé contre ce fier, ce terrible et pourtant un peu nigaud de sexe masculin. » C'est là où la pièce de Beaumarchais, au-delà de sa portée dans la période de la Révolution française, va trouver son actualité la plus brûlante au sein de la nôtre. Et c'est ce qui justifie d'autant plus, je dirais, le choix émotionnel et poétique adopté par la mise en scène de John Bompard. Mais commençons par Suzanne. Vous avez remarqué que tout commence et tout se noue de façon significative autour de l'évocation d'un lit. Ça commence par un lit. Ce lit qui devrait être matrimonial, ce lit qui devrait prendre place là, au milieu de la chambre, cette chambre qui tient elle-même le milieu entre deux appartements, le comte d'un côté et l'appartement de la comtesse de l'autre. Et cette chambre, dont Suzanne avertit, alors que Figaro n'y voit rien, puisqu'il ne voit rien du tout dans toute la pièce, ne veut pas entendre parler. Ce lit est déjà le symbole à la fois d'une attente du bonheur où se rejoignent, c'est extrêmement intéressant, les sens et le sentiment. Les deux se réunissent dans ce lit ici, qui va unir les époux. C'est le symbole d'une attente du bonheur, mais symbole aussi des abus sociaux, d'une noblesse qui s'ennuie, pour n'en faire plus ici qu'un principe de jouissance. Il y aura d'ailleurs un écho de ce lit. Le lit que vous verrez, ça sera à l'acte 4, le grand lit, à l'acte 2, le grand lit matrimonial, le grand lit en alcôve de la comtesse, que son mari délaisse. Pour moi, cette évocation du lit au début de la pièce, ça a quelque chose de comparable et d'aussi grand par son enjeu que le lit d'Ulysse et de Pénélope, le secret du lit d'Ulysse et Pénélope que l'on retrouve à la fin de l'Odyssée. Mais vous direz que je m'égare. Voici ce qu'écrivait ici sur Suzanne une autre femme, en mai 68, juste un peu avant mai 68. Une autre femme qui était agrégée de l'université, qui s'appelle Annie Hubersfeld, dans les classiques du peuple, où je me suis eu le plaisir de relire la pièce. Annie Hubersfeld avait été radiée en 1940 de l'école normale supérieure à cause du statut des Juifs sous le régime de Vichy. Elle a écrit un excellent livre, Lire le théâtre, en 1977. Et elle écrivait ceci, que je cite. L'héroïne positive de la... Alors, non, les héros positifs, d'accord. Elle est un peu marxiste, L'héroïne positive de la pièce, c'est Suzanne. Admirable figure, centre de la pièce, animatrice secrète de l'action. Elle est, elle, une vraie femme. Et Annie Hubersfeld cite le portrait que fait d'elle Figaro à la deuxième secte de l'acte 1. La charmante fille, toujours riante, verdissante. Ah, verdissante. Ce mot a été reproché à Beaumarchais à l'époque. Eh oui, verdissante, mais c'est magnifique ce mot-là. C'est le mot qui reprend toute la tradition de la reverdie, de la tradition amoureuse médiévale. Dieu sait si le Moyen-Âge est présent dans les chansons du mariage de Figaro. Donc la charmante fille, toujours riante, verdissante, pleine de gaieté, d'esprit, d'amour et de délices, mais sage. Et Annie Hubersfeld continue. Elle, aidée de son intelligence et de son courage naturel,
appuyée sur l'amour véritable d'un homme propre, échappe à la dégradation. Comment elle y échappe? C'est toute l'histoire de la pièce. Avec Suzanne triomphe le sentiment, l'amour vrai, le bonheur de toutes les femmes. Sa victoire est en même temps celle de la comtesse, de Marceline et même celle de Fanchette. Avec elle s'affirme le droit de la femme à épouser celui qu'elle aime, à ne pas se vendre, à garder sa dignité. C'est elle qui rassemble autour d'elle les autres femmes, qui stimule les forces défaillantes de la comtesse, qui contraint par 2 fois le comte à la capitulation aux pieds de sa femme, reçoit de son époux lui-même un hommage humble et reconnaissant. Cette soubrette de comédie obtient des hommes de son temps ce qu'ils sont le moins disposés à accorder à une femme, le respect. Sans la moindre touche moralisatrice, elle donne l'exemple des plus belles vertus plébéiennes, le courage, l'honnêteté, la propreté morale, le sens de l'action, la solidarité, la gaieté. N'est-ce pas un tour de force de la part de Beaumarchais que d'avoir obligé toutes les belles dames de la cour à s'identifier pour un instant à cette audacieuse femme de chambre qui leur dit tranquillement leur vérité? Est-ce que les femmes de mon état ont des vapeurs? Donc, c'est un mal de condition qu'on ne prend que dans les boudoirs. Superbe passage de Annie Hubersfeld à qui je rends hommage à cette occasion. Mais c'est évidemment en 68. Si Suzanne est le plus beau rôle féminin, tout en honnêteté, vivacité, lucidité, authenticité, Marceline, Marceline qui est avec Suzanne, par rapport au Barbier de Séville, un nouveau personnage introduit ici dans la saga des Almaviva, j'allais dire. Marceline, dégradée dans son passé par la vie et les hommes qui ont abusé de sa faiblesse. Elle a les accents du drame bourgeois, moral, celui de Diderot, qu'on retrouvera dans la dernière pièce de Beaumarchais, La mère coupable. Mais je dirais, pour mieux faire ressortir la chose, dans le mouvement de libération de la parole des femmes depuis l'affaire Bernstein, elle préfigure la militante du hashtag MeToo. Elle dénonce le crime des hommes. Regardez la plainte. Là, c'est la faiblesse de Figaro, jaloux à l'acte 5, pauvre Figaro. Dès qu'il devient jaloux, il retombe dans tous les poncifs de la vieille tradition misogyne, cléricale, des pères de l'Église, n'est-ce pas? Ô femme, 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 créature faible et décevante, nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? À cela s'oppose le réquisitoire, alors que c'est un peu ridicule, s'oppose le réquisitoire sans appel de Marceline, appuyé sur sa propre vie, à l'acte 3, scène 16. Homme plus qu'ingrat, qui flétrissez par le mépris les jouets de vos passions, vos victimes, c'est vous qu'il faut punir des erreurs de notre jeunesse, vous et vos magistrats si vains du droit de nous juger, si imbus du droit de nous juger. Dans les rangs même plus élevés, les femmes n'obtiennent de vous qu'une considération dérisoire, leurrées de respects apparents dans une servitude réelle, traitées en mineurs pour nos biens, punies en majeurs pour nos fautes. Ah, sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait horreur ou pitié. Elle a raison, s'écrie Figaro. Que trop raison, murmure le comte. Et même Bridoison y ajoute, opinant d'écho, raison. Tout ce passage de la scène 16 a été omis à la première représentation et ne sera rétabli que dès la première édition. Et alors on a une variante du manuscrit de la Bibliothèque nationale, qui est justement rétabli par Montpart, qui a utilisé non pas l'édition traditionnelle, mais a regardé aussi le manuscrit du Souffleur. Et la variante contenait un récit encore plus accusateur. Marceline rappelle que le père de Figaro, Bartholo, avait abusé d'elle dans sa jeunesse, alors qu'elle était malade, jeune et malade, il en profite. Et puis, après avoir abusé d'elle, il s'est sauvé. Et puis, comme elle dit, depuis ton père est devenu riche, et il m'a fait sa servante, et me voilà. Ça aussi, ça sera supprimé. Beaumarchais s'en explique
dans sa préface d'avril 85, cette préface qui lui valut la prison pendant 5 jours. « Certains censeurs du beau monde, dit-il, m'ont reproché de les intéresser à une femme de mauvaise mœurs, Marceline. Non, messieurs, je n'en parle pas pour excuser ces mœurs, mais pour vous faire rougir des vôtres sur le point qui est le plus destructeur de toute honnêteté publique, la corruption des jeunes personnes. » Comme le montre d'ailleurs aussi, dans Mariage de Figaro, le comportement du comte avec la jeune Fanchette, l'enfant qui est quasi prostituée déjà, promise à n'être que le plaisir des privilégiés. Si tu veux m'aimer, ma petite Fanchette, dit le comte, je te donnerai tout ce que tu voudras. D'où le mot terrible de Fanchette que Bompard a gardé justement dans la version que vous allez entendre. Ce mot terrible qui a été supprimé, si elle dit mais je veux me marier avec ici Chérubin, ouais, tu n'as pas l'argent pour ça. Et si tu dois trouver de l'argent pour te marier, et elle répond, est-ce que je n'ai rien à vendre, mon cousin? C'est ça, variante qui a été coupée. Beaumarchais, c'est terrible, Beaumarchais est résolument féministe. La femme est injustement traitée dans la société et la question économique n'en est pas la moindre partie. La femme est aimée si elle est aimable, comme a dit un critique, c'est-à-dire objet de désir et instrument du plaisir, mais avec bien moins d'indulgence pour elle que pour les hommes. Bon, venons-en à Rosine maintenant, à la comtesse. C'est ce qui ouvre à la plus pénétrante évocation de l'âme d'une femme et à la vérité de sa condition. On l'a dit, le mariage de Figaro, c'est une pièce de l'émoi amoureux. Voyez la scène 3 de l'acte 2. La comtesse est en scène, c'est une femme idéale de 30 ans, rêvant devant sa petite glace, et puis revenant à elle. Un émoi qui se cristallise avec l'apparition du personnage de Chérubin, Cherubino di Amore, qui est aussi Don Chérubin, parce que c'est un noble, c'est un page de cour espagnol, il est noble. C'est une figure de l'amour enfant qui voltige en tous sens. Comme il dit dans une chanson de vaudeville un peu plus loin, « Si l'amour porte des ailes, n'est-ce pas pour voltiger ?» Il joue dans cette action un rôle de révélateur. Il incarne l'objet de désir et la puissance du désir, d'un désir irrépressible de jeunesse, d'un désir polymorphe. Beaumarchais le précise, ce polisson qui s'élance vers la puberté ne peut être joué que par une jeune et très jolie femme. Alors là, vous aurez une surprise, ce n'est pas une jeune et jolie femme qui va le jouer, mais c'est très bien joué également dans la pièce. Il est le bel oiseau bleu, comme il est dit. Ah, le bel oiseau bleu, ça fait référence aux contes de Perrault, de Madame d'Aunois, les contes et féeries médiévales. Cet oiseau qui vient ici à la fenêtre de la dame ici, de la mal mariée qui rêve à la fenêtre et qui attend de voir la métamorphose ici de cet oiseau en roi charmant. C'est le conte de Madame d'Aunois ici. Mon cœur palpite, dit Chérubin, au seul aspect d'une femme. Il est, avec son léger manteau, son chapeau chargé de plumes, il est séduisant, viril à la fois, et comme une fille en laquelle il est déguisé, il est l'objet du désir. Il est transgenre, dirait-on. Et ce désir polymorphe se symbolise dans un ruban de nuit. Ce désir qui s'exprime dans ce couple de mots amour et volupté qui font tressaillir le cœur, comme il le dit. Ce désir s'amoule dans un ruban de nuit qui devient, pour finir, la jarretière de la mariée. Ce qui compte ici, c'est son effet sur la comtesse. Le comte le remarque et dit à la Rosine, « Vous êtes bien émue, madame. » Et surtout, à l'acte 2, scène 1, il y a cette didascalie insistante à propos du ruban. La comtesse, à propos du ruban volé, rêvant longtemps. Et à la scène 3 de l'acte 2, Rosine est à sa toilette, devant sa glace, craignant d'être pas assez belle, qu'elle attend Chérubin, avec sa boîte à mouches, la mouche pour rehausser la blancheur du teint, avec son anxiété sur le désordre de ses cheveux. C'est la femme au miroir, inquiète de son apparence, de son teint, de ses cheveux.
Rien n'est plus féminin, mais attention, cette attirance de la comtesse, ce rêve secrètement infidèle, est là pour exprimer justement quelque chose de fondamental, l'attente du bonheur qui imprègne le cœur humain, cette mélancolie à laquelle John Montpart a été sensible, cette rêverie est aussi la conséquence d'un mari volage qui a délaissé sa femme, comme par la lassitude que donne l'habitude et sa répétition sans surprise. D'où, à la scène 25 de l'acte 2, la comtesse a cet aveu, tandis qu'elle serre contre elle le joli ruban un peu taché par le sang du chérubin, ce joli ruban, et qu'elle s'attendrit sur le sort de ce malheureux enfant. « Ah, monsieur le comte, qu'avez-vous fait? Et moi, que fais-je en ce moment ?» C'est bouleversant de vérité humaine. Et exactement comme l'échec était essentiel pour que Figaro se détache de Scapin et prenne figure de héros national, le désir et le drame de la comtesse, ce pas de côté, cette infidélité probable d'une femme honnête, sensible et aimante sont essentiels pour révéler ce qu'était l'enjeu de cette folle journée, à savoir la quête du bonheur et la reconnaissance du désir féminin. La folle journée, c'est ce titre qui en résume le sens tel que Suzanne le formule en clair à la scène 1 de l'acte 4 en réponse à son Figaro. « J'aime ta joie parce qu'elle est folle, elle annonce que tu es heureux. » Si la morale et la politique n'avaient pas tout brouillé en terreur, c'était là le véritable enjeu qui portait l'élan de la Révolution française en 89 et de la Déclaration des droits de l'homme, couronnement du siècle des Lumières. Voilà.